Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. À Saraya, un éboulement sur un site d'orpaillage fait un mort et un blessé grave. La victime, une jeune adolescente de 17 ans, est morte ensevelie dans une carrière de sable. La blessée est une dame d'une quarantaine d'années. Elle se trouve actuellement au... Rebonsoir à toutes et à tous. Un journal donc que nous ouvrons avec Saraya. Un éboulement sur un site d'orpaillage fait un mort et un blessé grave. La victime, une jeune adolescente de 17 ans, est morte ensevelie dans une carrière de sable. La blessée, elle, est une dame d'une quarantaine d'années. Elle se trouve actuellement au centre de santé de Saraya. Les faits se sont déroulés dans le village de Sayen Sentou, dans la commune de Missira. Et les détails, c'est avec Ibrahima Djebakate. Parlons à présent de l'immigration clandestine et son lot de victimes. Interpellés sur le phénomène qui prend des proportions inquiétantes, les étudiants de l'université Gaston Berger ont des avis divergents sur la question. Si certains le condamnent, d'autres en revanche soutiennent que la situation précaire des étudiants au sein des universités est à l'origine de ce phénomène regrettable. Ousseynou Diop et Habib Sek les ont rencontrés. Reportage. Les étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis ont été informés de la mort tragique de l'un de leurs camarades de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar qui tentait de rallier l'Europe par voie maritime. Les Sananrois sont divisés sur la question. Parce que j'ai entendu qu'il y a 2 étudiants de l'UGB qui ont tenté l'immigration, mais je n'ai pas entendu plus. Conseil l'immigration, parce que j'ai des amis qui ont tenté l'immigration, mais ils sont refoulés. Les étudiants sont très fatigués. Parfois, ils font 2 ans pour valider une seule année. C'est pourquoi ils sont désespérés. Ibn Ndiaye, lui, est catégorique. Les étudiants doivent rester au pays pour apprendre. Il condamne l'implication des étudiants dans le phénomène de l'immigration clandestine. Oui, on peut rester ici et réussir. Il y a beaucoup de moyens pour réussir ici au Sénégal. Donc, ce n'est pas un bon moyen de prendre les pirogues pour aller à l'étranger. Ousmane Pauline est également étudiant à l'université de Saint-Louis. Il est prêt à quitter le pays si l'occasion se présente. Aujourd'hui même, si je vois une pirogue, je vais partir. Je vais partir parce que on est fatigué. On est vraiment fatigué. L'État ne nous aide pas. Malgré les morts que vous avez entendus? Non, malgré les morts, on va partir quand même. On va partir. La majorité des étudiants que nous avons rencontrés à l'université de Saint-Louis condamnent le phénomène de l'immigration clandestine et le départ annoncé de certains étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Le mardi 7 novembre, déclaré journée morte dans l'enseignement public, il s'agit là du premier pas en guise de riposte posé par le SAEMS-CUSEMS pour pousser le gouvernement au respect de ses engagements. El Hadj Malick Youm et de l'Alliance SAEMS-CUSEMS, nous l'écoutons, il nous en dit un peu plus au micro de Dissa Prera. Nous avons décidé d'aller vers des activités conjointes entre le SAEMS et le CUSEMS, qui commenceront déjà par le dépôt d'un préavis conjoint dans les jours à venir, mais aussi nous allons procéder donc à ce que nous appelons une journée d'action, une journée morte qui sera lancée un peu partout à travers le territoire national et une journée où il n'y aura pas d'école sur toute l'étendue du territoire national en guise d'alerte aux autorités pour leur demander quand même de procéder à l'appurement de ce passif-là. Alors, au-delà maintenant, nous allons évaluer. Cette journée est fixée pour le mardi. Le mardi 7 novembre donc est décrété journée morte. Il n'y aura pas d'enseignement ni d'apprentissage sur toute l'étendue du territoire national. Et cela, nous le disons pour exiger du gouvernement la prise en charge immédiate du passif social, mais aussi la libération des enseignants arbitrairement détenus pour qu'on puisse en tout cas aller vers une école apaisée cette année-ci.
Publication des résultats du dernier recensement de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, des données de nature à servir de référence aux candidats dans le cadre de l'élaboration de leur stratégie de campagne. C'est la conviction de l'économiste Moubarak Lo et du candidat à la candidature Aly Ngouille Ndiaye. Nos interlocuteurs, toutefois, ne pensent pas que ces résultats puissent avoir un impact sur le vote lors de la présidentielle du 25 février prochain. Compte rendu signé Al-Hassan Ba. Avec une population jeune dont la moitié est âgée de moins de 19 ans, une population inégalement répartie sur le territoire national, il est évident que ces derniers chiffres publiés par l'ANSD vont sûrement servir de référence à tous les candidats déclarés pour développer leur stratégie de campagne, leur offre politique. Quand vous regardez cette augmentation de la population, elle se concentrera pour l'essentiel à Touba. Donc c'est important. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons à faire face encore à plus de problèmes pour Touba, notamment dû au fait que Touba a une plus grande densité. Ça c'est la première chose. Touba a également des besoins aujourd'hui qui sont importants, notamment en matière d'assainissement, en matière d'eau potable. Mbour également ne sera certainement pas en reste parce qu'avec cette population qui augmente, les besoins en eau, vous avez vu aujourd'hui avec l'approvisionnement en eau de Dakar, tout ça c'est des éléments qu'il faut prendre en compte dans les politiques publiques. Cependant, il y a à souligner que ces données n'auront aucun impact réel sur le vote. Avec un fichier électoral qui fait près de 7 410 000 inscrits, il ne faut pas s'attendre à des changements majeurs. Ce qui a été fait auparavant, c'est plutôt ça qui a impacté donc, toute la progression de la population d'année en année et les inscriptions chaque fois qu'on ouvre des périodes d'inscription. Et ça, c'est un processus continu. Donc il n'y a pas d'impact réel, disons, du recensement. C'est plutôt un impact sur le long terme. Mais nous avons remarqué quand même que toujours la population électorale de Dakar, du département de Dakar, est encore beaucoup plus élevée que les autres départements. Donc même si Mbacké aujourd'hui en termes de population passe devant Dakar, la population électorale de Dakar est beaucoup plus élevée. Mais quand même, très certainement, c'est des éléments qui vont jouer également sur la campagne électorale, sur la définition des politiques en destination de ces populations. Le défi à relever, c'est réussir à faire inscrire un nombre important de jeunes. Il y a la moitié des Sénégalais qui n'ont pas 19 ans et l'inscription c'est à partir de 18 ans. Ça veut dire qu'il y a un effort à faire au niveau des plus jeunes pour pouvoir les pousser à s'inscrire sur les listes électorales. Il s'y ajoute que, en tout cas pour cette année, ceux qui n'étaient pas dans le fichier avant que la clôture ait été faite ne pourront pas voter l'année prochaine. Pour la présidentielle du 25 février 2024, le candidat Aly Ngouille Ndiaye dit s'attendre à un bon taux de participation, comme cela a toujours été le cas pour cette élection. Le leader du mouvement Demain, c'est maintenant, n'est plus candidat à la candidature à l'élection présidentielle du 25 février prochain. Mamadou Ibra Kane a décidé de se retirer officiellement, un choix qu'il justifie par la pléthore de candidatures enregistrées par la Direction générale des élections. Il a tenu cette déclaration cet après-midi. Nous l'écoutons. Ses propos sont recueillis par Maïmouna Ndiaye et Modou Diop. Refuse d'être un des acteurs de la désacralisation de la fonction de président de la République, ai-je décidé, en parfait accord avec le mouvement citoyen Demain c'est maintenant DCM, de retirer ma candidature du processus pour l'élection présidentielle du 25 février 2024. Toutefois, conformément à la profession de foi de DCM, je demeure actif à la tête du mouvement pour continuer d'œuvrer en collaboration responsable avec toutes les forces vives qui partagent la même vision et les mêmes valeurs au renforcement de la démocratie et à la consolidation de l'état de droit. Sans être candidat, nous restons mobilisés pour demeurer une force déterminante dans l'issue de la présidentielle du 25 février 2024.
Et puis lancée il y a quelques semaines, la vaste campagne de désencombrement de la capitale se poursuit. Le sous-préfet de Dakar et la direction générale du cadre de vie et l'hygiène publique sont à pied d'œuvre pour débarrasser Dakar des épaves qui occupent la voie publique. Plus de 20 camions et fourchettes ont été déployés au niveau du marché Petersen. Le point, c'est avec Mamadou Fall. Le suivi des opérations de désencombrement des artères de la ville de Dakar matérialisé, une vingtaine de plateaux et de fourchettes déployés pour aérer le centre-ville. Pour nous encourager, pour nous soutenir dans ce sens. Effectivement, on a vu que la direction des cadres de vie a mis les moyens qu'il fallait par rapport aux plateaux. Une vingtaine de plateaux et 3 ou 4 fourchettes ont été déployées pour enlever les épaves. Vous savez que si on veut procéder aujourd'hui au nettoiement, il faut d'abord enlever les épaves, ce qu'on appelle le matériel lourd. C'est vraiment difficile à enlever. C'est dans ce cadre qu'on a procédé d'abord effectivement à l'enlèvement des épaves et dire que cette opération va se poursuivre. Déjà demain, on va continuer et les jours à venir, on va continuer aussi. Des opérations menées pour libérer même les trottoirs avec l'accompagnement de la police. Une détermination sans faille cette fois-ci pour que l'opération réussisse. Nous sommes déterminés, mais nous voulons l'accompagnement des populations. Nous sommes convaincus que si les populations adhèrent à cette stratégie, nous réussirons à libérer de ces voies-là de toute occupation illégale et permettre la libre circulation des personnes et des biens. Oui, comme vous l'avez dit, l'occupation anarchique est générale, mais nous avons décidé de commencer par la commune de Dakar Plateau et de voir avec les autorités municipales comment assurer un bon suivi. Parce que la plupart du temps, il nous est reproché le manque de suivi. Et nous voulons réussir ce suivi-là au niveau de la commune de Plateau. C'est pourquoi nous avons décidé de choisir certains axes dans la commune de Plateau, de les désencombrer, de les nettoyer et d'accompagner les populations pour que ces zones-là ne fassent pas l'objet de réoccupation. Donc l'objectif, c'est aujourd'hui de les libérer, mais également de préserver ce cadre-là pour que les populations puissent en profiter. Pour rappel, l'opération de désencombrement de Dakar a été lancée par le gouverneur de Dakar suite à une réunion avec le maire et les autorités de la localité. Relever les défis alimentaires et nutritionnels qui se posent en Afrique, le combat de la Fédération africaine des sociétés de nutrition en collaboration avec l'Association de nutrition et d'alimentation du Sénégal qui tiennent leur 5e conférence à Dakar. Cette conférence se tient donc dans notre capitale du 5 au 19 novembre prochain. Une rencontre scientifique dans un contexte où l'Union africaine vise l'atteinte des objectifs de plan stratégique en matière de nutrition et des ODD. Nous écoutons à ce propos Madame Docteur, plutôt Valérie Kenoum-Ndiaye. Elle s'exprime au micro de Mambiram Diouf. Il s'agit d'une grande conférence de toutes les sociétés de nutrition des pays d'Afrique qui vont être nos hôtes, donc qu'on va recevoir ici à Dakar en novembre. Donc c'est un grand événement que nous préparons. Le thème, donc, c'est l'approche multisectorielle pour le renforcement des systèmes alimentaires et la réalisation d'objectifs de nutrition durable en Afrique. Donc c'est vraiment pour montrer que la nutrition et l'alimentation, ce n'est pas qu'une question de santé ou d'alimentation. Il y a beaucoup de secteurs. Il y a le secteur de la communication, il y a l'agriculture, il y a la pêche, il y a l'éducation, il y a l'environnement, etc. Et au Sénégal, justement, on a le Conseil national de développement de la nutrition qui regroupe 12 secteurs ministériels qui sont impliqués directement et qui ont des plans d'action de nutrition, justement, pour voir comment régler nos problèmes de nutrition et d'alimentation. Voilà une conférence donc sur la nutrition et l'alimentation qui se tient à Dakar du 19 au 24 novembre prochain. La formation de 35 000 gendarmes à l'horizon 2035, l'objectif que se fixe le haut commandement de la gendarmerie pour garantir davantage la sécurité sur le territoire. L'annonce a été faite par le général Moussa Fall. C'est à l'occasion de l'inauguration du nouvel état-major de la gendarmerie nationale, un édifice inauguré en présence du chef suprême des armées, le chef de l'État Macky Sall, qui n'a pas manqué de vanter les mérites des forces de défense et de sécurité. Le reportage est signé Habib Faye. L'état-major du haut commandement de la gendarmerie nationale est sorti de terre. L'édifice est inauguré par le chef suprême des forces armées. Pour le président Macky Sall, la paix et la sécurité sont non négligeables. S'y ajoute le phénomène mondial des usages malveillants des réseaux sociaux
nouvelles formes de perturbation de l'ordre public et de déstabilisation nationale. Face à tous ces périls, la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité s'impose en permanence. Elle doit être vigoureuse pour garder la prédominance sur les défis et agile pour s'adapter à toutes les circonstances. Ce bâtiment est un espace qui rassure les générations futures. Des moyens logistiques sont mis à la disposition de l'armée sénégalaise pour faire face à la montée des périls. La gendarmerie territoriale dispose désormais de 9 légions, 6 sections de recherche, 25 compagnies et 195 brigades. Quant à la gendarmerie mobile, elle compte 60 escadrons de manœuvre pleinement opérationnels. Pour garantir la sécurité sur le territoire, la gendarmerie se fixe comme objectif d'atteindre 45 000 gendarmes à l'horizon 2035. La paix et la sécurité sont les conditions sine qua non de la quiétude des citoyens et de la stabilité nationale. Bâtir une gendarmerie efficace, intensifier les contrôles dans les frontières, entre autres objectifs à atteindre. Ce bâtiment flambant neuf fait la fierté de la gendarmerie, un cadre propice qui donne un nouveau souffle à ce corps de l'armée. Parlons à présent de cette réunion de prise de contact entre le ministre de l'Élevage et des Productions Animales et les éleveurs. Occasion d'échanger sur les préparatifs de la 9e journée de l'élevage prévue cette année à Kaolack. Daouda Dia a décliné la feuille de route de sa mission. Nous l'écoutons au micro d'Abdou Diouf Diagne et d'Ahmadou Bamba Samba. Le premier point, c'est prise de contact entre le nouveau ministre que je suis et les acteurs qui évoluent dans l'élevage. Ça a été aussi une occasion pour moi, de me présenter et également de recueillir les doléances, mais également les préoccupations de ces acteurs-là qui évoluent dans ce secteur très stratégique pour le président de la République, son Excellence Macky Sall. Pour la journée nationale de l'élevage, une journée très chère au président, et c'est une occasion également pour s'exprimer, exprimer ses sentiments à l'ensemble des Sénégalais en général, mais particulièrement aux éleveurs et acteurs évoluant dans ce secteur. C'est l'occasion pour moi aussi de les écouter, de les rassurer le cas échéant et décliner le programme qui m'a été donné par le président de la République, son Excellence, pour effectivement faire face aux besoins et préoccupations de tous ces éleveurs et acteurs évoluant dans ce. Puis suite aux feux de brousse qui se sont déclarés au ranch de Dolly, l'Association pour le développement intégré et durable et l'Association Vétérinaires sans frontières ont organisé un forum pour sensibiliser les populations sur les inconvénients des feux de brousse. Les deux structures ont invité l'État à ouvrir, mais aussi et surtout à nettoyer les pare-feux pour protéger le tapis herbacé. Les détails, c'est avec Mamadou Moustapha Ndiaye et Sidi Thiam. Qui dit lutte intégrée contre les feux de brousse, c'est aussi bien une lutte passive, donc des activités de sensibilisation, un certain coaching aussi pour que les gens comprennent mieux les enjeux, les défis en tout cas autour des feux de brousse et surtout après, qu'est-ce que cela peut entraîner en termes de déstabilisation, mais aussi de réduction des moyens d'existence. Donc ça c'est la partie lutte passive, mais aussi il y a une lutte active. Aujourd'hui il y a aussi des pare-feux à nettoyer, mais aussi à ouvrir. C'est des moyens, mais je pense que aujourd'hui, si tout le monde harmonise, mutualise les moyens, on doit pouvoir y arriver. Et pendant cette activité de sensibilisation qui a réuni vraiment des chefs de village qui sont dans le ranch de Dolly, mais aussi des membres de la jeunesse, des femmes, elles ont un rôle de sensibilisation au niveau même de leur famille. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Il y a une doléance importante qui pour nous ne doit pas attendre. C'est celle de sensibiliser les gens autour dans les différents secteurs. Je pense qu'une seule activité ne suffit pas. On a besoin de descendre sur le terrain. Et donc là, c'est un engagement qu'AVC prend aussi
dans le cadre de ce programme, d'accompagner l'OP ADID à travailler avec les populations pour une meilleure sensibilisation au niveau des secteurs pour que l'information passe le plus possible. Dans notre Focus Culture ce soir, on s'intéresse à l'hommage rendu à l'artiste plasticien Mohamedou Mbaye, plus connu sous le nom de Zulu Mbaye. Le thème retenu est 50 ans de pratique artistique, l'Afrique célèbre Zulu Mbaye. Une exposition d'œuvres d'art qui a vu la participation d'artistes en provenance de 11 pays africains et plus d'une trentaine d'artistes sénégalais. L'occasion saisie pour magnifier la riche carrière de l'homme qui a marqué de son empreinte l'art plastique africain et même mondial. Nos reporters étaient de la partie Ibou Diouf, Fab Sangone Baye. Sous un air de jazz et une collection de toiles bien choisies, tout était presque parfait. Et dans cette ambiance, quand on est à face de ces œuvres, on évoque souvent l'école de Dakar. On pense à ces artistes musiciens, ces danseurs, ces cinéastes et naturellement des artistes peintres engagés parmi ces icônes Zulu Mbaye. Un nom qui résonne encore avec un riche parcours vieux de 50 années. 50 ans de carrière, c'est pas rien, c'est beaucoup. Il fait partie de la première école de Dakar, des anciens. Et donc 50 ans de carrière qu'on fête ce soir. Et il m'a honoré en m'invitant à participer à cette fête. Parler maintenant de l'œuvre de Zulu. Quand je lis Cheikh Anta, en peinture, je vois Zulu. C'est un peintre enraciné de sa culture. Quand tu vois tous les traitements de Zulu, c'est un traitement libre et il n'a pas oublié ses racines de l'ébou. Vous voyez en fait ici, les gens quand ils te parlent de la religion, ils disent je suis musulman, mais quand vraiment ils s'inspirent, ils ne s'inspirent pas de la religion. L'Afrique célèbre Zulu Mbaye, l'hommage rendu à l'artiste sénégalais. Parlant de l'homme, ses amis évoquent un géant aux mains géniales, un artiste ouvert d'esprit qui est resté dans son engagement, même 50 années après. Le travail de Zulu, ce qui nous lie, c'est la spiritualité. C'est spirituel et dont nous sommes héréditaires. C'est ça qui est très déterminant chez l'artiste. Quand on n'a pas cette générosité, on ne peut pas prétendre être un artiste. Parce que l'artiste, c'est le partage. 11 artistes, 11 pays africains, une trentaine d'artistes sénégalais de sa génération, tous mobilisés. Un événement qui a revêtu aussi un caractère international avec la participation du Royaume du Maroc comme invité d'honneur. Je voudrais tout simplement la féliciter, les artistes. Je n'aime pas le mot étranger, mais comme trivialement, on ne peut pas dire autrement. Je vais citer les artistes d'abord marocains, qui sont un bon nombre, ils sont 7, qui sont venus participer à cette célébration, et aussi citer quelques noms aussi des peintres, sculpteurs d'Afrique noire qui sont là aujourd'hui avec moi. Zulu Mbaye est un artiste reconnu des pairs. Il renouvelle toujours ses démarches, son approche dans sa création. La vie l'inspire, son regard incisif sous-tend sa réflexion. Zulu Mbaye est un artiste autodidacte qui a commencé sa pratique artistique en 1970. Ibou Diouf, merci. Après la culture, le sport à l'arène nationale, l'heure est au dernier réglage sur place. Les sièges, comme vous le voyez sur ces images, ont été démontés par mesure de précaution. Une dernière réunion de mise à jour s'est tenue ce matin entre les organisateurs et le Conseil national de gestion de la lutte. D'importants moyens logistiques et de sécurité ont été pris et les promoteurs assurent aux férus de la lutte un spectacle de feu à Bufaï. L'heure est au dernier réglage à l'arène nationale. Les sièges sont démontés pour plus de sécurité lors du combat royal entre Ama Baldé et Modou Lo. Une dernière réunion de mise à jour s'est tenue ce matin par les organisateurs et le CNG de lutte. Un vœu exprimé par le monde de la lutte. Nous avons eu à tenir une réunion au cours de laquelle nous avions demandé quelles sont les solutions qu'on pourrait prendre par rapport aux chaises. Et unanimement, au cours de cette réunion, les amateurs, les composants de la lutte en un mot, avaient exprimé l'idée d'enlever les chaises et de laisser les bancs en ciment. De nombreuses décisions concernant les moyens logistiques et sécuritaires ont été prises.
L'attente pour la tenue du combat a duré 5 ans, donc nous n'allons pas accepter un autre report. Tous les dispositifs sécuritaires et logistiques sont pris. Seul Dieu peut décider maintenant de la non-tenue du combat. À partir du rond-point EDK de Pékin jusqu'à l'arène nationale, tout sera jalonné par les forces de défense et de sécurité. Et à partir de PAI à Guédiawaye, en passant par le rond-point du tribunal jusqu'à l'arène nationale, tout sera sécurisé aussi par la police. Donc, Pékin et ses alentours seront sécurisés le dimanche à partir de 8h jusqu'à 22h. Sur place, nous avons vu concrètement quels sont les jalons qu'il faut poser pour que ce slogan qui nous est très cher, comment faire de sorte que les supporters puissent venir tranquillement, suivre tranquillement le combat et rentrer tranquillement chez eux. Chaque camp des 2 lutteurs va occuper une partie bien définie de l'arène nationale. Le camp de Modulo va occuper la tribune droite de l'arène nationale et celui de Ama Baldé, celle située à gauche. Les 2 camps vont être séparés pour éviter tout débordement. Ce dimanche, l'arène nationale va retrouver un grand événement de lutte. Des gladiateurs vont s'affronter dans un combat royal épique. C'est pourquoi les organisateurs ne ménagent aucun effort pour une réussite totale. Il est le parrain du combat royal opposant le roi des arènes Modulo à Ama Baldé. Moustapha Gueye se sent honoré par le promoteur de ce combat, Luc Nicolaï. Ce champion de lutte revient sur son parcours qui compte plus de 25 années, riche en émotions. Celui qui est considéré comme l'un des plus grands techniciens que la lutte sénégalaise ait connu, a hérité du titre honorifique du Tigre de Fass de son frère Mbaye Gueye. Et pour ce combat de dimanche, eh bien, il promet un grand spectacle, mais encourage surtout les supporters à faire preuve de fair play et de combativité. Abdoulaye Diop. Mais Modulo, il est fort en frappe, il est fort en lutte. Modulo, en vrai dire, c'est un lutteur d'arène. Et c'est ce Falaye Baldé qui m'a dit, Moustapha, mon fils que tu as rencontré à la plage, c'est lui le lutteur, c'est lui qui sera le champion. Il est offensif. Et je vous le dis, je vous le répète, dès que l'arbitre siffle, il va marcher sur le Modulo. C'est un combat royal qui nous rappelle un homme habitué aux grandes soirées. Moustapha Gueye est le parent du combat opposant le roi des arènes Modulo au fils de Falaye, Ama Baldé. J'ai fait 23 ans de carrière. Aujourd'hui, après 13 ans de la retraite, Cheikh Fall Luc Nicolaï vient de m'honorer du drapeau royal. Ça, c'est énorme. Les gens ne vont pas le croire, mais c'est vrai. De 1986 à 2010, la carrière de Moustapha Gueye est riche en spectacles. En tant que technicien hors pair, le petit frère de Mbaye Gueye a laissé une marque indélébile dans l'histoire de la lutte sénégalaise avec un bilan de 43 combats, dont 25 victoires, 10 défaites, 7 matchs nuls et 1 sans verdict. C'est ce qui lui a valu le titre de Tigre de Fass. Mon combat contre Ibou Ndafa. Il se souvient du jour qu'il a le plus marqué, celui qui a fait de lui un champion. Il m'avait arraché la dent et tout ça, j'avais résisté le combat. 1 an, 3 mois après, on a fait la revanche. Je l'ai gagné avec brio, je l'ai asséné des coups de poing. En opposant deux lutteurs populaires dans une lutte pour le titre du roi des arènes, ce combat est plein d'enjeux. Le parrain de la journée appelle les supporters à la retenue. Quels que soient les résultats, c'est le Sénégal qui va gagner. Donc nous donnons conseil et demandons vraiment avec les 2 genoux par terre à nos fils, nos neveux et tout ce que vous voulez de venir au stade calme, serein, tranquille, regarder un spectacle et rentrer chez eux. Honoré par cette distinction en tant que parrain, Moustapha Gueye dédie cette soirée à son grand frère Momar Ndiaye. Il invite les anciennes gloires et les amateurs à se mobiliser pour que ce jour célèbre la lutte sénégalaise, le sport de chien. Un combat bien entendu retransmis sur votre chaîne préférée, la télévision Futur Média. Voilà qui met fin à ce journal que je suis ravie de vous avoir présenté. Mais restez avec nous tout de suite, la deuxième partie de Soir d'Info. Nous recevons M. Amadou Diagne, président et promoteur du FOGECA, et la légende de la musique africaine et congolaise Koffi Olomide.